Alors, à partir de là, on remonte dans les causes. On a au départ une zone euro qui est en fort endettement structurel, une zone euro qui est fragilisée par quoi? Bon, de façon très générale, on peut dire par le gouvernement démocratique, qui favorise fortement l'endettement. On s'endette, on fait payer les contribuables futurs, mais bon, ce ne seront pas forcément de futurs électeurs. Donc, ce qui nous intéresse pour le politique, c'est la prochaine élection. Donc, de convaincre l'électeur présent, l'électeur de la prochaine élection, qu'on fait quelque chose pour lui, etc. Bon, donc l'électeur futur ou le contribuable futur est négligé, a tendance naturellement à être négligé, c'est bien expliqué par Hoppe, je ne rentre pas plus dans les détails. Alors, il y a tout de même une cause antidémocratique, qui est la cause syndicale. Je ne sais pas trop dans quelle mesure elle joue en Europe, mais par exemple aux États-Unis, j'en ai pas parlé, mais les mêmes problèmes se posent dans les différents États. Et là, on voit bien que ce sont les syndicats de fonctionnaires dans les différents États qui poussent à la roue pour embaucher de nouveaux fonctionnaires, pour augmenter les salaires, pour augmenter les retraites, etc., etc. Donc on a des causes, je dirais, des causes antidémocratiques, c'est-à-dire des groupes de pression qui favorisent l'endettement public. Donc ce n'est pas simplement le gouvernement démocratique, ça peut être aussi des groupes de pression qui essaient de court-circuiter la démocratie à leur avantage. Et ça, c'est une explication qui fonctionne assez bien pour rendre compte de ce qui se passe dans les différents États des États-Unis. Alors cet endettement structurel, il est également favorisé par l'institution de l'euro. C'est bien expliqué par Philippe Bagus dans son livre sur la tragédie de l'euro. Une banque qui veut emprunter à la Banque centrale de l'argent, il lui faut des obligations d'État. Donc on a un système qui fonctionne, qui favorise l'endettement, l'achat d'obligations d'État, et plus encore même en ce moment, puisque avec les règles de Bâle III, comme je l'ai appris hier, il va y avoir sans doute un renforcement des contraintes à ce niveau-là. Donc on va favoriser encore plus l'endettement d'État, qui est pourtant ce qui, au départ, est la cause des problèmes. Ensuite, donc on a une zone qui est relativement fragile, et puis on a le choc de la crise de 2008, que l'on explique facilement, nous, dans le cadre de l'école autrichienne, et l'année dernière, mon intervention portait sur ce point, par la politique monétaire des États-Unis et de l'Europe, et en cause ici, du point de vue scientifique et idéologique, la théorie keynésienne. Donc on a un ensemble de facteurs institutionnels, politiques, idéologiques ou scientifiques qui expliquent, je pense, assez facilement la crise dans sa généralité. Sauf que maintenant, il faut passer à un autre point. On a une crise particulièrement aiguë dans 5 pays. La situation générale, elle est intéressante à analyser, mais il faut voir qu'il se passe des choses particulières dans 5 pays différents, et je ne vais pas tarder à m'arrêter là, même si je n'aurais pas terminé. Alors, les 3 premiers pays, la Grèce, le Portugal et l'Italie, on a vu sur le profil d'endettement, leur situation, elle était déjà très problématique avant la crise. Voire même, c'était des pays qui s'endettaient légèrement avant la crise, et donc là, le choc a été terrible. On a des pays qui étaient déjà un excès d'endettement, et le choc supplémentaire de l'endettement dû à la crise a été fatal, en quelque sorte, à ces pays. Bon, fatal, le mot est peut-être un peu fort. En revanche, les cas de l'Irlande et l'Espagne sont beaucoup plus intéressants. Pourquoi? Parce que l'Irlande et l'Espagne étaient 2 des pays les moins endettés de la zone euro. L'Irlande était le pays, je peux presque dire de l'Union européenne, le moins endetté, à l'exception du Luxembourg. Mais bon, le Luxembourg, on ne peut pas trop le compter, c'est un tout petit pays, une situation économique très particulière. Si vous prenez les pays normaux, je dirais, l'Irlande était le pays le moins endetté, je crois à 24% avant la crise. Et l'Espagne, dans la zone euro, était le 3e pays le moins endetté. Le moins endetté, c'était donc l'Irlande. Le 2e moins endetté, c'était la Finlande aux alentours de 35%. Et le 3e moins endetté, c'était l'Espagne aux alentours de 36%. Donc là, on avait des pays qui, apparemment, étaient relativement solides, puisque l'endettement était faible. Néanmoins, l'explication plausible, nous la connaissons en tant qu'économiste de l'école autrichienne, c'est la théorie des crises qui nous dit que dans ces pays, étant donné qu'on sait qu'il y a une bulle immobilière tout à fait considérable qui a éclaté, une bulle bancaire, etc., on se doute bien qu'on doit pouvoir appliquer la théorie autrichienne des crises. La question c'est, est-ce que cette théorie s'applique à ces 2 pays? Alors pour le savoir, il faut regarder l'évolution de la quantité de monnaie dans ces pays, pour vérifier en fait si effectivement ces pays ont connu une augmentation beaucoup plus massive de la quantité de monnaie. Alors ça, c'est pas si facile.
parce qu'aujourd'hui, la quantité de monnaie, c'est une quantité de monnaie pour les pays de la zone euro. Donc, on définit ce qu'on appelle des contributions des pays. Donc, vous avez la contribution française à la quantité de monnaie européenne, la contribution allemande, etc. Et ces contributions, je ne les ai pas toutes trouvées. J'ai réussi à trouver la contribution allemande, la contribution irlandaise et la contribution grecque. Mais par exemple, la contribution espagnole, le M1, M2, M3 espagnol, je n'ai pas réussi à les trouver. Je suis allé bien sûr sur le site de la Banque d'Espagne. Eurostat, il n'y a pas. Dans Eurostat, enfin, à ma connaissance, j'ai bien cherché, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'ils y sont. Hein, je ne suis pas un spécialiste de ce site, mais j'ai regardé à peu près partout. Donc, j'ai dû me reporter au site des banques centrales des différents pays. Allemagne, pas de problème. Irlande, sans problème. Grèce aussi. Mais vous voyez, l'Espagne, je n'ai pas trouvé. Le Portugal, j'aurais aimé trouver pour voir. Bon. Ça doit exister quelque part. Peut-être sous un nom différent, je ne sais pas. Alors, et donc je vais bientôt terminer. Hein. On a le taux de variation annuelle de M2. Donc j'ai pris l'agrégat M2. J'aurais pu prendre M1, M3, mais bon, M2, c'est un petit peu un intermédiaire. Voilà l'augmentation de la quantité de monnaie, M2, pour la zone euro. Hein. Donc on est entre, je dirais, 6-7% au minimum et 10% hein, d'accroissement annuel de M2. Ça, c'est la moyenne de la zone euro, de 2003 à 2012. Enfin bon, avant 2003, on n'a pas de données parce que c'est le passage à la zone euro, donc on avait avant des monnaies différentes. Hein. Alors l'Allemagne, on voit que l'Allemagne, elle est relativement proche de la moyenne de la zone euro. Bon, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Bon, elle fluctue un petit peu autour de la moyenne. Par contre, quand on regarde ce qui se passe en Irlande, on voit qu'avant la crise, effectivement, la quantité de monnaie augmentait beaucoup plus en Irlande. Hein, et donc ça, c'est... je dirais, le suspect principal dans la crise immobilière et bancaire qui a été subie par ce pays. On voit qu'on est nettement au-dessus ici. Et alors ensuite, par contre, la chute est terrible. Hein. D'accord ? Et la Grèce, également, donc, ici. Ici, on voit que, là aussi, on est nettement au-dessus de la moyenne de la zone euro. Donc on est dans des pays où la quantité de monnaie a augmenté beaucoup plus que la moyenne. Donc là, on est obligé de s'intéresser, non pas à la moyenne, mais aux variations autour de la moyenne. Et on voit que les pays sont très différents. Et je pense qu'il faudrait regarder le Portugal, il faudrait regarder l'Italie. Je pense que pour ces pays aussi, alors l'Italie, je ne sais pas, c'est un petit peu différent peut-être. Mais il faudrait regarder dans ces pays si effectivement ils n'ont pas subi une augmentation forte de la masse monétaire qui a alimenté des bulles spéculatives qui ont explosé au moment de la crise. L'interprétation générale, et je m'arrêterai là ensuite, on est dans des systèmes économiques qui sont fragilisés par l'intervention de l'État, rigidifiés, qui ont du mal à résister au choc à cause de ça, hein, donc endettés. Bon. Face à cette situation générale de nos systèmes économiques, nous appliquons la théorie autrichienne des crises, et qu'est-ce que nous voyons sur cette crise? Mais nous voyons avant 2008, même avant 2006, de part et d'autre de l'Atlantique, des augmentations très significatives de la quantité de monnaie. En plus, en Europe, distribuée inégalement entre les pays. Hein. Donc des augmentations très significatives. Des bulles spéculatives, au fond, qui se forment de part et d'autre. On a vu l'augmentation de M2 pour la zone euro. Je pense que c'est à peu près comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, la première bombe, elle explose sur le marché immobilier américain. La crise des subprimes. D'accord ? Mais les bâtons de dynamite sont posés, en fait, partout, dans tous les pays. Et au moment où explose la première bombe, et où les banques commencent à être fragilisées, le marché des crédits fragilisé, ça va se transmettre un petit peu comme des pétards mitraillettes, vous savez. Vous allumez le premier pétard, il explose, il fait exploser le second, qui fait exploser le troisième. C'est comme ça que j'interprète cette crise. Hein, vous avez vraiment des bâtons de dynamite. La mèche est allumée, bon, sur le marché de l'immobilier américain, ça aurait pu être ailleurs. Et au moment où ça commence à exploser, ça explose de partout. D'accord ? Je pense que von Mises, s'il avait vu cette situation, s'il vivait aujourd'hui, il serait certainement très, conforté dans sa théorie des crises. Mais il serait horrifié. Je ne sais pas s'il aurait pu imaginer une situation aussi dramatique, aussi incroyable, où sa théorie des crises va s'appliquer à pratiquement l'ensemble des pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe, etc. Et où le déclenchement de l'allumage de la mèche dans un des pays propage en fait les explosions dans tous les autres pays. C'est la situation dans laquelle on est. D'accord ? Bon. Je vais juste...
aller directement à ma dernière diapo, n'est-ce pas? Rendons hommage au maître qui nous a prévenus. Il faut faire passer le message. Et voilà. Ludwig von Mises, la théorie de la monnaie et du crédit. Donc je signale que nous commémorons cette année le centenaire de cet ouvrage, de ce grand traité de la monnaie. Malheureusement, nous le commémorons aussi dans le cadre d'une crise absolument considérable et qui est, me semble-t-il, remarquablement expliquée par von Mises et par les travaux qui ont suivi dans l'école autrichienne. Voilà, je vous remercie de votre attention.